Ma mère m'a regardé droit dans les yeux au moment où je l'ai appelée du travail et a lâché: je ne suis pas ta nounou. Aucune hésitation, aucune douceur, juste une rupture nette venant de la seule personne dont je pensais qu'elle ne laisserait jamais tomber ma fille. Pendant que Léa tremblait de froid devant son école primaire pendant 2 longues heures, mes parents continuaient leur petite journée comme si sa peur ne signifiait rien. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je me suis tue. Un silence si profond qu'il m'a effrayé moi-même. Et 3 jours plus tard, la panique a commencé. Avant de vous raconter la suite, dites-moi, seriez-vous resté silencieux ou seriez-vous parti, vous aussi? Je devrais probablement vous dire qui j'étais avant que tout n'éclate. Je suis Chloé, 32 ans, une mère célibataire qui a passé la majeure partie de sa vie d'adulte à apprendre à paraître calme même quand le sol se dérobe sous ses pieds. Au bureau, on dit que je suis posée, fiable, que je gère bien la pression. Ils ne savent pas que c'est une technique de survie apprise bien avant d'avoir un emploi. Notre foyer se trouve dans un coin tranquille de la ville, un petit appartement avec des lampes douces et des plaids chauds. Rien de luxueux, mais c'est sûr. La sécurité compte quand on élève une enfant de 7 ans qui croit encore que le monde la rattrapera toujours si elle tombe. Léa à mes yeux, mais pas mon histoire. Et j'ai tout fait pour que ça reste ainsi. Elle tourbillonne dans la cuisine, chante faux, laisse des paillettes dans des endroits que l'aspirateur n'atteindra jamais. Je veux qu'elle se sente soutenue comme je ne l'ai jamais été. Mes parents vivent à l'autre bout de la ville dans un pavillon qui semble toujours plus froid que la météo extérieure. Ma mère, Catherine, porte ses certitudes comme une armure, tranchante, polie, inflexible. Quand j'étais petite, elle me disait que j'étais trop sensible, comme si ressentir les choses profondément était un défaut dont je devais guérir. Mon père, Philippe, a appris très tôt à avoir la paix en gardant le silence. Et il a perfectionné ce silence jusqu'à en faire un art si fin qu'il en est presque invisible. Pourtant, j'ai essayé. Les fêtes, les anniversaires, les déjeuners du dimanche. Je venais, même quand ça me coûtait. J'espérais que la maternité l'adoucirait, que le fait d'être grand-mère réchaufferait quelque chose de vieux et de rigide en elle. Parfois, elle tenait Léa avec un sourire crispé. Et l'espace d'un instant, j'imaginais une autre version de nous, celle que je voulais depuis que j'étais gamine. Mais en dessous de tout ça, il y avait toujours une petite fissure. Des petites remarques, des gestes dédaigneux, des moments où elle agissait comme si Léa était un accessoire, pas une enfant. Je les ignorais, j'arrondissais les angles, convaincu que maintenir la paix revenait à maintenir la famille. Puis est arrivé cet après-midi de fin d'hiver, l'appel de l'école, la fièvre, la panique, et la voix de ma mère, plate et sèche, coupant le bruit de mon bureau comme si elle avait attendu des années le bon moment pour frapper. Ça n'a pas seulement brisé quelque chose. Ça a révélé ce qui était brisé depuis toujours. Vous êtes prêts pour ce moment? Tout a basculé. L'école n'aurait jamais dû laisser Léa attendre dehors, mais le temps que j'arrive, le mal était fait. Elle était recroquevillée sur un banc en béton près des marches de l'entrée, serrant son cartable comme s'il pouvait la garder au chaud. Son souffle faisait de la buée dans l'air. Ses joues étaient rouges de froid, pas de fièvre. Quand elle m'a vue, elle n'a pas couru dans mes bras comme d'habitude. Elle s'est juste levée, lente et fatiguée, et a chuchoté: on peut rentrer maintenant? Quelque chose en moi s'est tendu, calme, lourd, impossible à ignorer. Ce soir-là, après l'avoir installée sur le canapé avec une infusion au miel et une couverture, j'ai tout repassé en boucle. Le ton sec de ma mère. La façon dont elle a raccroché avant que je finisse de parler, la façon dont la gardienne m'a expliqué presque en s'excusant que Léa ne pouvait pas rester à l'intérieur car il manquait du personnel. Je voulais blâmer la terre entière, mais cette attente de 2 heures dans le froid appartenait à une seule personne, Catherine. Pourtant, le vieil instinct a refait surface. Laisse passer du temps. Ne fais pas d'esclandre. Ne lance pas de dispute. Tu ne gagneras pas. J'avais passé ma vie à choisir la douceur face à sa dureté, croyant que la paix valait n'importe quel prix personnel. 3 jours ont passé avant le premier message vocal. Puis un autre, et un autre. D'abord la voix de ma tante. Ta mère dit qu'elle a besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Puis son amie Valérie, la Valérie de ma mère, pas la mienne. L'air mal à l'aise. Elle essaie de te joindre.
Il s'est passé quelque chose? Puis mon père, fatigué et tendu. Ta mère est contrariée. Tu peux la rappeler s'il te plaît? Aucun d'eux n'a mentionné Léa. Pas un seul. À ce moment-là, j'avais déjà glissé dans un calme familier et étrangement stable. Je ne les ignorais pas pour punir qui que ce soit. Je n'avais simplement plus rien à donner. Mais le tournant n'est pas venu des messages vocaux. C'est arrivé plus tard cette semaine-là, quand Léa et moi étions dans l'hypermarché près du quartier de mes parents. J'y faisais rarement mes courses, trop de souvenirs, mais Léa avait besoin de décorations en sucre pour un projet de classe. Et c'était sur la route de chez Valérie, ma Valérie à moi, une amie de longue date, pour un après-midi pâtisserie dont elle se réjouissait depuis une semaine. Nous étions au milieu du rayon gâteau quand j'ai entendu sa voix. Chloé. Pas douce, pas chaleureuse, juste surprise. Léa s'est retournée la première. Elle a offert un petit sourire poli, rien à voir avec la joie bouillonnante qu'elle montrait habituellement à sa grand-mère. Catherine s'est penchée, les bras ouverts, mais Léa n'a pas bougé. Elle a jeté un coup d'œil à la boîte de glaçage dans sa main et m'a demandé si elle pouvait prendre celle avec les vermicelles à la place. Ma mère s'est redressée lentement, son expression se fissurant pour la première fois depuis des années. « Pourquoi vous êtes ici ?» a-t-elle demandé. « On va faire de la pâtisserie, ai-je dit. Chez Valérie. » La façon dont son visage s'est figé m'a tout dit. Elle le sentait enfin, l'absence, la distance, les conséquences. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne me suis pas précipitée pour combler le silence. Catherine a cligné des yeux comme si ma phrase était écrite dans une langue qu'elle n'avait jamais apprise. Chez Valérie? Pourquoi vous allez là-bas? Sa voix s'est aiguisée, ce même tranchant qu'elle avait utilisé sur moi toute mon enfance. Un tranchant fait pour corriger, pour rabaisser, pour me remettre à ma place. Mais je n'ai pas répondu. Je ne lui devais pas la douceur qu'elle ne m'avait jamais donnée. Elle a forcé un sourire, trop brillant, trop tendu. Eh bien, je pourrais venir aussi. Je n'ai pas vu Léa depuis un moment. Avant, j'aurais peut-être fait une pause, réfléchi, essayé d'arrondir les angles, mais cette version de moi s'était dissoute sur un banc froid devant l'école de Léa. Non, ai-je dit simplement. Tu n'es pas invité. La couleur a quitté son visage. J'ai vu le choc la frapper, une secousse silencieuse, presque physique. Elle s'est approchée, son parfum trop familier, trop lourd. Chloé, c'est ridicule. Tu es encore fâchée pour cette histoire d'école. Tu sais, j'étais occupée. Tu sais que tu réagis toujours de manière excessive. Pourquoi faire durer ça? Occupée. Réaction excessive. Faire durer. Le même scénario qu'elle utilisait depuis que j'étais assez grande pour pleurer. Je me suis accroupie près de Léa, qui comparait deux pots de vermicelle comme si le monde ne s'effondrait pas derrière nous. Tu es prête, ai-je demandé. Elle a hoché la tête, a mis le pot dans le chariot et a glissé sa main dans la mienne. Nous sommes passés devant Catherine sans un autre mot. Ce soir-là, 4 messages m'attendaient sur mon téléphone. Un en colère, un confus, un en pleurs, un suppliant pour voir Léa. Je n'ai pas écouté 2 fois. Je n'ai pas répondu. Et ce silence, la chose même qu'elle avait toujours utilisée comme une arme contre moi, m'appartenait soudainement. Les jours ont passé. Mon père m'envoyait des SMS comme il le faisait toujours, non pas pour prendre ses responsabilités, ni pour demander ce qui s'était passé, mais pour me presser de reprendre mon rôle de tampon émotionnel de la famille. Tu as prouvé ton point de vue. Ta mère est malheureuse. Qu'est-ce que tu veux d'elle? Mais il ne comprenait pas. Ce n'était pas un point de vue. C'était une ligne rouge. Puis est arrivée l'enveloppe. Épaisse, couleur crème, trop formelle pour annoncer quelque chose de bon. J'ai failli la jeter, mais la curiosité m'a arrêtée. À l'intérieur, une notification directe. Mes parents avaient mis à jour leur testament. Je n'étais plus l'exécutrice testamentaire. Audrey, ma cousine, celle qui avait un jour traité Léa de dramatique parce qu'elle pleurait à son propre anniversaire, était désormais en charge. C'était censé me blesser. Au lieu de cela, ça a tout clarifié. J'ai posé la lettre sur le comptoir. Pas de colère,
pas de larmes, juste une certitude calme et solide s'installant dans mes os. Ils voulaient de la distance, alors je la leur ai donnée. Mais même en prenant du recul, je savais que quelque chose de plus gros arrivait, un changement que je pouvais sentir mais pas encore voir. Comme l'air qui se tend avant un orage. Et les orages exigent toujours des comptes. Fin février, je m'étais habituée au calme. Pas un calme paisible, le genre qui s'installe après une longue tempête, mais qui sent encore la pluie. Mon téléphone vibrait à peine désormais. Quand il le faisait, c'était un message court de mon père, un message vocal culpabilisant de ma mère, ou un rappel sec d'Audrey concernant une mise à jour familiale que je n'avais pas confirmée. J'avais arrêté de répondre. J'avais arrêté d'expliquer. J'avais arrêté d'essayer de réparer ce qu'aucun d'eux ne voulait affronter. Et dans ce calme, Léa a changé aussi. Elle ne demandait plus quand on verrait mamie ou pourquoi on ne leur rendait plus visite le dimanche. Elle évoluait simplement dans notre petit appartement avec une confiance plus douce et plus stable, comme si elle avait appris à sa manière silencieuse que la sécurité n'est pas un lieu, mais une personne. Puis, par une nuit glaciale de jeudi, l'orage a fini par éclater. C'était juste avant minuit quand mon téléphone s'est allumé. Je n'ai pas reconnu la sensation dans ma poitrine en voyant le nom. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était quelque chose de plus proche de la résignation, une reconnaissance épuisée que ce qui allait suivre couvait depuis des années. J'ai laissé sonner. Un appel, puis un autre. Quand j'ai finalement vérifié, il y avait 3 appels manqués de mon père. Puis un SMS. Coupure de courant. Ta mère a glissé sur le perron. Je ne peux pas sortir la voiture. Tu peux venir aider? Pendant un instant, j'ai imaginé la scène. L'allée en pente qu'elle refusait toujours de laisser quiconque déneiger. L'allée gelée qu'elle insistait pour gérer elle-même. La lumière du perron qui clignotait quand le vent frappait sous un certain angle. Et elle, Catherine, en colère, froide, stupéfaite que le monde ne se plie pas à sa volonté. La partie de moi qui avait passé son enfance à essayer de lui plaire a tressailli un réflexe, pas un désir. Mais l'image qui a suivi a tout effacé, Léa sur les marches de l'école. Son petit corps recroquevillé contre le froid, son souffle se transformant en brume, attendant quelqu'un qui n'est jamais venu. J'ai tapé un seul mot, non, et j'ai posé mon téléphone face contre terre. J'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Au matin, la lumière du soleil découpait une fine ligne sur le sol de ma chambre. Mon téléphone affichait 7 autres appels manqués et 2 messages vocaux, l'un frénétique, l'autre en pleurs. Je n'ai pas écouté. À la place, j'ai appelé Valérie et lui ai demandé si elle voulait emmener Léa à la Cité des Enfants. Elle a dit oui sans hésitation. C'était ça qu'elle était, stable, présente, douce là où ma mère était tranchante. Nous avons passé la journée à errer à travers les expositions interactives, riant du hoquet de Léa quand elle courait dans la salle des bulles, et mangeant des crêpes dans une brasserie qui sentait le sirop chaud et l'enfance. À aucun moment Léa n'a demandé où étaient mes parents. La vague suivante est arrivée par Audrey. Elle a appelé tard dans l'après-midi, sa voix oscillant quelque part entre l'inquiétude et la condescendance. Ta mère s'est fracturé le poignet, a-t-elle dit. Ton père s'est bloqué le dos en l'aidant. Ils sont sans électricité depuis 2 jours. Tu devrais peut-être envisager de faire preuve de maturité ici. J'ai failli rire. Faire preuve de maturité. Comme si je n'avais pas passé ma vie entière à faire exactement ça. C'est déjà le cas, ai-je dit. C'est pour ça que je garde Léa à l'écart. Elle a bafouillé, prise au dépourvu. Tu ne veux pas dire. Si, ai-je coupé. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse finir. Le lendemain, un email est arrivé. Long, décousu, plein de phrases qui ressemblaient presque à des excuses, mais qui n'y arrivaient jamais tout à fait. Le genre que ma mère rédigeait toujours quand elle avait besoin de quelque chose, pas quand elle comprenait quelque chose. Je suis désolée que les choses aient dérapé. Vous me manquez toutes les deux. La famille doit rester soudée. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Chaque ligne contournait le vrai problème. Pas une seule fois elle n'a mentionné Léa devant cette école. Pas une seule fois elle n'a admis ce qu'elle avait fait. Je l'ai fermée et j'ai continué ma journée. Début mars, la température a encore chuté.
Les routes scintillaient d'une fine couche de verglas qui semblait tenir toute la ville à la gorge. J'ai enveloppé Léa dans son manteau le plus chaud et son écharpe, et nous avons conduit jusqu'à un marché artisanal dans une petite ville à 1 heure de là. Elle voulait acheter du fil brillant pour faire des bracelets d'amitié. Elle m'a tenu la main tout le temps. Sur le chemin du retour, Valérie a repéré une voiture sur le bas-côté, un SUV noir avec les feux de détresse clignotant dans l'après-midi gris. Elle a dit mon nom doucement. J'ai ralenti juste assez pour voir à travers les vitres floues par le givre. C'étaient mes parents. Mon père voûté sur le volant. Ma mère penchée en arrière, son poignet bandé, le visage pâle. Ils avaient l'air petits d'une façon que je n'avais jamais vue. Comme si le monde leur avait enfin tendu un miroir au lieu d'un microphone. Pendant un instant, j'ai hésité à m'arrêter, non pas par obligation, mais parce que l'enfant que j'étais autrefois vivait encore quelque part dans mes os. Puis Léa a levé les yeux de la banquette arrière, fredonnant un air en tressant son fil brillant. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Quand nous sommes rentrés, j'ai préparé le dîner pendant que Léa montrait ses créations à Valérie. Le ronronnement du chauffage de l'appartement, le cliquetis de la vaisselle, les rires doux. Tout cela ressemblait à une vie que j'avais construite intentionnellement, pièce par pièce, sans m'en rendre compte. Mais même là, je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais achevée. Ce soir-là, alors que je bordais Léa, elle m'a montré un dessin. Une petite maison rose. 3 bonhommes allumettes, moi, Léa et Valérie. Léa au milieu, tenant nos 2 mains. Je peux le mettre sur le frigo, a-t-elle demandé. Bien sûr. Elle a fait une pause avant de s'éloigner en sautillant. Maman, est-ce que j'ai encore une mamie? La question m'a prise au dépourvu, pas à cause de son contenu, mais parce qu'elle l'avait posée sans colère, sans tristesse, juste avec curiosité, comme si elle réorganisait le monde dans sa tête et essayait de comprendre où tout se plaçait maintenant. Oui, ai-je dit doucement. Mais les choses sont compliquées. Elle a hoché la tête avec cette sagesse modeste qu'ont parfois les enfants. Peut-être qu'elle a oublié comment être gentille. Après qu'elle se soit endormie, j'ai fixé ce dessin jusqu'à ce que la pièce devienne floue. Dans toute ma douleur, dans toute ma protection, j'avais oublié la vérité la plus simple. Léa avait sa propre histoire, ses propres sentiments, sa propre compréhension de la famille. Et peut-être qu'elle n'était pas prête à effacer les gens comme j'avais été forcée de le faire. Alors, j'ai pris mon téléphone et pour la première fois depuis des semaines, j'ai tapé un message. Voulez-vous voir Léa le week-end prochain? Pas d'excuses, pas de conditions, juste une ouverture. Ma mère a répondu en 3 minutes, oui. Le samedi suivant, nous nous sommes retrouvés dans un parc. Terrain neutre, froid mais plus lumineux que les semaines précédentes. Mes parents étaient assis sur un banc comme des gens qui ne savent pas s'ils sont les bienvenus. Léa s'est approchée d'eux lentement, puis s'est tournée vers moi pour demander la permission avant de dire bonjour. Ils lui ont répondu. Puis elle a demandé, « Mamie, tu veux bien me pousser sur la balançoire ?» Ma mère avait l'air stupéfaite. Pas triomphante, pas soulagée, juste stupéfaite. Elle m'a regardée. J'ai hoché la tête. Et à ce moment-là, petit, fragile, réel, l'orage a enfin commencé à se calmer. Ma mère a marché vers la balançoire comme si le sol sous ses pieds pouvait se fissurer. Elle a placé sa main valide sur le dossier du siège et a poussé doucement, presque prudemment, comme si elle craignait que Léa ne change d'avis. Léa s'est penchée en arrière, laissant le vent attraper ses cheveux, ses petites bottes frôlant la terre à chaque passage. Mes parents ne se sont pas précipités, n'ont pas dépassé les bornes, n'ont pas essayé de revendiquer une place qu'ils n'avaient pas méritée. Ils existaient simplement en arrière-plan, calmes, hésitants, conscients. Pour la première fois, ce silence n'était pas une arme. C'était de l'espace. J'étais assise sur un banc voisin, regardant la scène se dérouler avec un mélange étrange de soulagement et de douleur. Je n'étais pas guérie. Eux non plus. Mais les arêtes vives en moi s'étaient adoucies, arrondies par le temps et la distance, et par la réalisation que mon pouvoir n'était jamais venu de la punition. Il venait de la protection. Protéger Léa, me protéger moi-même. La visite a duré moins d'1 heure. Pas de discours, pas d'excuses forcées, juste de petits pas prudents.
Quand il a été temps de partir, mes parents n'ont pas demandé plus. Ils ont simplement hoché la tête, reconnaissants pour ce qu'on leur avait donné. Une semaine plus tard, mon père m'a envoyé par email un flyer pour la kermesse de l'école de Léa, demandant s'il pouvait venir, seulement si tu es d'accord. J'ai dit oui, avec des limites. Ils les ont toutes respectées. Ils sont restés au fond, ont applaudi discrètement et sont partis sans essayer de réécrire l'histoire. Un autre dessin est apparu sur notre frigo peu après. La même maison rose, mais maintenant 5 personnages. Et pour la première fois, l'image ne faisait pas mal. Elle ressemblait à un début. Pas parfait, mais possible. Au final, rien n'est redevenu comme avant, et c'était bien là le but. Nous n'avons pas reconstruit l'ancienne version de notre famille. Nous en avons construit une plus calme, plus solide, façonnée par des limites plutôt que par la peur. Léa se sentait de nouveau en sécurité, et j'ai enfin compris que la protéger compterait toujours plus que de maintenir la paix. Si cette histoire vous a touché, dites-moi d'où vous nous écoutez. Et si vous avez déjà dû tracer une ligne dure avec votre famille, partagez votre histoire ci-dessous et abonnez-vous pour plus de récits.